feuille de route prévoit dans ses activités 11 et 12 l'intégration des ex-M23 au sein de FARDC. C'est à la page 2 que la feuille de route du 28 octobre 2019 signée à Kigali. L'intégration des ex-M23 au sein de FARDC pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la loi portant statut de militaire et la loi portant organisation et fonctionnement de notre armée interdit l'intégration même des membres des milices armées, des groupes armés nationaux au sein des FARDC. Comment va-t-on appliquer la feuille de route de Luanda, se référant à la feuille de route de Kigali de 2019 et intégrer des personnes membres des mouvements d'agression? Autre question, c'est que le CNTP, comme je vous l'ai dit hier, transformé en M23 qui a mené la guerre de 2000, la quatrième guerre d'agression en 2012, un conseil de ministres a été tenu en 2012 et a démontré que parmi les membres du CNDP intégrés en 2009 sur pied du fameux accord du 23 mars 2009, au moins 600 éléments présentés par le CNTP étaient des militaires rwandais. Et la Direction nationale de renseignement a envoyé un document au représentant du secrétaire général des Nations Unies en octobre 2013, présentant la liste de 73 officiers de l'ex-M23 non éligibles à l'intégration au sein de l'armée parce qu'ils identifiés comme des militaires rwandais. Alors, si aujourd'hui le pouvoir veut mettre en application la fameuse feuille de route de Luanda, l'enjeu, c'est de réintégrer ces gens-là au sein de nos forces. Je rappelle ici que de manière clandestine, certains des ex-M23 commençaient déjà à être intégrés dans la police au Nord Kivu, à ça que nous portions attention. Vous avez suivi qu'un groupe de plus ou moins 800 éléments rwandais devait être intégré dans la police des mines à territoire de Massissi. C'est dire qu'il y a un danger qui guette à nouveau l'intégrité territoriale si nous laissons faire que le pouvoir applique ces fameux accords. L'autre danger, pour terminer, c'est que cette feuille de route de Kigali, à laquelle la feuille de route de Luanda réfère, prévoit l'octroi de l'amnistie aux leaders de l'ex-M23. Or, le rapport MAPIG reprend formellement les noms de plusieurs de ces leaders de l'ex-M23. Le commandant actuel de M23 se retrouve même sur la liste de ceux-là qui ont perpétué le massacre de la guerre de 6 jours à Kisangani, de la guerre de 2004 à Bukavu et d'autres plusieurs tueries. Le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba avait déjà adressé une lettre à l'auditeur général à date du 20 novembre 2019, c'est-à-dire sous l'administration de Félix, pour demander que l'auditeur retire les mandats d'arrêt émis contre les ex-M23. Alors, or, parmi les facteurs à la base de la persistance des massacres dans notre pays figure l'impunité. L'impunité en faveur des auteurs de crimes. Raison pour laquelle, au cours de notre congrès, à mon avis, il nous faut réfléchir sur une résolution phare. Et ma proposition, c'est que nous puissions élaborer une résolution par laquelle tout le parti SID a inscrit parmi ses priorités le combat pour la mise en application du rapport mapping, parce que l'application du rapport mapping n'exige pas trop de choses. Le Rwanda qui nous fait la guerre aujourd'hui a obtenu la création du tribunal
pénal international sur le Rwanda qui a été établi à Tanzanie. Il suffit pour nous qu'une lettre soit adressée au Conseil de sécurité. Une lettre d'une demi-page pour dire, au regard de la gravité des crimes, nous demandons la création d'une cour spéciale pour la RDC. Et le Conseil de sécurité saisi de manière régulière va statuer avec l'appui de la population. Eh bien, on va commencer à juger. Mais étant donné l'absence de volonté politique de la part du pouvoir en place, étant donné son deal avec les pays agresseurs, eh bien, Félix se permet d'aller signer des accords partout, mais le courage d'écrire cette lettre d'une demi-page adressée au Conseil de sécurité lui fait défaut. Donc je voudrais dire de solliciter que l'une des résolutions soit pour nous de nous impliquer davantage dans les combats pour exiger l'exhumation du rapport mapping et la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Je voudrais me limiter là pour ce qui est du Nord Kivu et solliciter avec l'accord du président qu'elle donne quelques minutes à notre camarade du Bazouélé avec les amis de l'Ituri, parce que j'ai compris qu'avec la situation Bazouélé, la menace que représente la Séléka, les Antibalaka et les Mbororo, 4 groupes, est une menace aussi grave que celle que nous sommes en train de vivre dans la partie Est, et malheureusement nous l'ignorons. Et les camarades me disaient attirer mon attention sur le fait que les militaires rwandais qui sont intervenus dans l'opération des Nations Unies en République centrafricaine ne seraient pas tous retournés au Rwanda. Certains se seraient dissimulés avec la probabilité d'une liaison avec le groupe Séléka, Antibalaka, opérant déjà sur notre territoire. Cela signifierait que la menace d'agression se rapproche de plus en plus même des provinces qui sont à l'ouest. Donc je voudrais que, avec votre permission, les camarades de Gilles s'approchent pour que lui qui vit ces événements sur le terrain, pendant quelques 5 minutes, il nous en parle pour nous éclairer davantage. La situation sécuritaire dans la province du Baoulé est vraiment très préoccupante. Le Bazouélé est une province très vaste, donc sa superficie est de 148 331 km². Cette province compte 6 territoires plus une ville. Au moment où je vous parle, 3 territoires sur 6 sont occupés par les groupes armés. Je cite les Mboro, le Elera, Antibalaka et les Séléka. La situation des Moro occupe déjà 3 territoires, comme j'avais dit, territoire de Boko, territoire d'Ango et territoire de Congo, c'est-à-dire tout au long de la frontière de la République centrafricaine et Sud-Soudan. Pour les Antibalaka et Séléka, c'est dans le territoire de Bondo. Pour le Elera, c'est dans le territoire de Bondo et Ango. Une chose très regrettable, quand vous prenez la superficie de Baoulé, vraiment, nous avons qu'il moins de 500 militaires. Donc, la frontière de Baoulé est libre. Aucun militaire. Avant de venir ici, au mois de mars, j'avais effectué un voyage de Bata jusqu'à Ndou. J'ai trouvé en Ndou que 5 militaires, 3 policiers et non équipés.
Dans le territoire d'Ango, frontière des Zapagne, là on trouve moins de 50 militaires et sous-équipés. Quand vous prenez notre carte de la République démocratique du Congo, vous allez regarder en haut notre partie, c'est-à-dire notre territoire. Quand vous arrivez en tout, c'est 3 km. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est l'habitation des Centrafricains. C'est-à-dire, la RDC a déjà perdu une partie de son territoire. Voilà la situation de Bazoulé. Comme l'honorable Bekassé m'avait dit, c'est une chose que nous allons mettre sur la table pour comment renforcer notre position. Vraiment, les idées avec la situation actuelle de la sécurité qui gangrène la ville, donc la province Baoulé, il suffit de descendre sur le terrain. Nous allons chasser les ennemis de la République au pouvoir, soi-disant au pouvoir. Parce que les gens qui chassent qu'ils ont au pouvoir sont des régisseurs. Ils sont créés, donc ils ont créé ce qu'on appelle une audite secret. Monsieur le Président, c'est l'honneur pour moi de vous demander si vous aurez le temps, après la province de Haut-Ouélé, de descendre dans les Bazoulé pour voir la situation auquel la population de Bazoulé traverse. Il n'y a pas de routes, il y a aussi autre sécurité, nous n'avons pas de routes. Pour faire le voyage de Bouta à Kisangani, il faut prendre seulement une moto. Pas un véhicule. Si vous voulez oser avec un véhicule, vous allez passer même 3 jours à la route pour arriver à Kisangani. N'en parlons pas pour les autres territoires. Là, vous n'osez même pas. Il n'y a plus la route. Même dans la ville de Bouta, Monsieur le Président, nous souffrons avec les poussières, et surtout dans cette période. Je suis vraiment heureux qu'ici à Kisangani, j'ai apporté un habit au moins 2 jours. À Bouta, vous apportez donc l'habit dans un habit le matin. Vous effectuez seulement un petit déplacement vers soit la ville, ou au retour, il faut échanger. Vous apportez à un autre. Vraiment, Monsieur le Président, je vous supplie, après le voyage de Haut-Ouélé, d'arriver à Bouta pour parler la réalité qui vive la population du Baoulé. Je dis et je vous remercie. Les Bororo, certains sont originaires du Tchad, parmi eux il y a des Libyens, parmi eux il y a des Centrafricains, des Sud-Soudanais. Ils disposent donc des vaches et le pouvoir provincial et même des chefs coutumiers sont facilement achetés par des dons, des cadeaux, des vaches et autres, au point qu'ils deviennent complices. Et les activistes de la société civile, les acteurs de partis politiques qui osent dénoncer, se retrouvent traqués par le gouverneur de province, par les administrateurs du territoire, par les chefs coutumiers. Il n'est pas exclu que demain, nous vivions dans cette province-là des cas d'agression tels que nous sommes en train de le faire. Si jamais demain une puissance décidait de nous attaquer à partir de la République centrafricaine, il suffirait, n'est-ce pas, de s'insérer dans ce mouvement, c'est le cas anti-Balaka, Bororo et Lera, et la République serait fragilisée. C'est donc une situation qui mérite d'être prise en charge dans le cadre du combat que nous menons au quotidien. Je voudrais inviter le camarade de l'Itouré pour nous parler.
parler de cette situation avant que l'ami Routouélé arrive et a fait Tanganyika. Il y a sur Kivu également, la situation est explosive. On va essayer d'être très court. Juste avant que nos amis de l'Ituri, Prince Dota et Luc Malembe, nous présentent la situation sécuritaire, je voulais ici présenter notre vaillant camarade, Luc Malembe, qui a passé 7 mois en prison. 7 mois en prison pour défendre notre pays, pour s'être aligné sur nos principes, sur nos revendications, sur les valeurs de l'ECD, pour dire que non, il n'est nullement question qu'on continue avec l'état de siège, parce que nous, le parti décidé, nous avons dit que c'était une sorte de mascarade. C'était pour distraire les gens. Et Luc Malembe a récupéré cela pour faire écho au niveau de la province et il a été arrêté. Je voulais aussi que vous puissiez applaudir le courage de Luc. Je vais vous dire pourquoi. Luc a été appelé une première fois par les gouverneurs militaires. Il lui a dit, monsieur Malembe, je vous demande, s'il vous plaît, je vous écoute souvent, mais ne parlez plus de moi. Et Luc lui a dit, devant lui, monsieur le gouverneur, mon général, mais écoutez, si vous ne faites rien de mauvais, je ne parlerai pas de vous. Je parlerai de vous. Si vous faites quelque chose de bon, je parlerai de vous. Mais si vous faites quelque chose qui ne cadre pas avec l'avenir de ce pays, je parlerai de vous. Et sinon, considérez-moi comme que je suis un homme arrêté. Ce courage-là, ça mérite vos applaudissements. Merci beaucoup. Alors, la situation, je voudrais d'abord que vous puissiez faire la différence. La situation de l'Ituri est différente de celle du Nord Kivu, parce que nous, c'est une situation interne. Il n'y a pas un mouvement rebelle clairement appuyé par un pays étranger en Ituri, comme c'est le cas du M23 au Nord Kivu. Nous avons affaire à des milices locales, notamment les redoutables Codeco dont vous entendez toujours parler à Djougou, en territoire de Djougou, ainsi que les FPIC, on les appelle Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, qui sont actifs dans les territoires de d'Irumu. Et il y a évidemment la menace des ADF qui étaient basés au début au Nord Kivu, les Ougandais des ADF, et qui ont été repoussés, qui sont aujourd'hui devenus très virulents dans les deux territoires de l'Ituri, donc les territoires d'Irumu et les territoires de Mambasa. Donc c'est une différence à faire. Nous, c'est une menace vraiment interne des groupes armés dans les territoires de Djougou et d'Irumu, mais qui n'ont pas de revendications territoriales ou soutenues par des pays étrangers, comme c'est le cas au Nord Kivu. Et la crise de Djougou est cyclique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1911 qu'il y a deux communautés majoritaires dans le territoire de Djougou qui ont du mal, qui ont toujours eu des problèmes entre eux, je crois que vous les connaissez, les Hima et les Lendu. C'est depuis 1911 la colonisation, parce que je vais vous rappeler rapidement, le début de la crise, c'est avec la colonisation, parce que les Lendu, qui sont visiblement les premiers occupants de Djougou, s'étaient opposés à l'entrée des colons belges. Alors pour les affaiblir, les Belges ont dû s'appuyer sur les Hima. Et voilà, les Lendu sont venus, on a même déporté certains de leurs chefs pour les affaiblir. Et cette frustration est restée.
avec la zaïganisation dans les années 70 du président Mobutu, on a ravi des concessions qui appartenaient aux Belges, on les a remis pour la plupart à des notables Héma. Ça a augmenté la frustration de l'élite. Et en 1998, quand il y a eu la rébellion du RCD Goma, il n'y avait pas l'État, la guerre, la confrontation entre les deux communautés était à son compte. C'était une guerre ouverte interethnique où on a perdu plus de 60 000 morts selon l'ONU. Il a fallu une intervention de l'armée de l'opération Artemis menée par l'armée française sous mandat de l'ONU encore, qui avait essayé de stopper les tueries. C'était une guerre ouverte. Vous trouvez un homme à trouver en route, il les tue simplement parce qu'il est vivant ou s'il est, et vice versa. 60 000 morts en 4 ans. Alors, depuis cette opération d'Artemis française a dû stopper les massacres en 2003 et le régime de l'époque Kabila, tout ce qui les intéressait, c'était de reprendre le contrôle de l'Ituri. Mais ils n'ont pas fait un travail de fond pour réconcilier les deux communautés. C'est ces frustrations-là qui visiblement nous ont conduits encore à cette nouvelle crise qui a ressurgi en 2017 avec la naissance de Codeco. Mais la différence c'est qu'actuellement, ce n'est pas vraiment une guerre interethnique ouverte. Mais les deux communautés s'affrontent par milices interposées. Les Lendouron Codeco, les Héma et d'autres communautés victimes avaient aussi essayé de créer un groupe d'autodéfense qui s'appelle Zaïre, bien qu'il n'est pas reconnu, les communautés ne le reconnaissent pas, mais il existe aussi et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, l'état de siège. Nous, lorsque l'année passée, en mai 2021, M. Tshisekedi se réveille un matin, dans la précipitation, il dit, il proclame l'état de siège. Déjà, nous, on a dit, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour proclamer un état de siège, normalement, le président réunit tous ses généraux, l'armée, tous les services de sécurité, il leur dit, voilà, j'ai besoin que vous me terminiez cette situation de l'Est, par exemple, en 5 mois. De quoi est-ce que vous avez besoin? Les services, l'armée vous donne un état de besoin en termes de dons, en termes de logistique, en termes d'argent, et vous donnez tout en cash. Vous dites, voilà, je vous ai tout donné, vous avez 5 mois, vous me terminez cette situation. S'ils n'ont pas terminé en 5 mois, mais vous les mettez de côté, vous trouvez d'autres. Ce n'est pas ce qui a été fait. On s'est réveillé un matin, oh non, on a proclamé l'état de siège. Un état de siège qui s'est limité à envoyer des militaires dans les bureaux de l'État, et puis rien à suivre. Pas de logistique, pas d'argent conséquent. Le peu d'argent qui a été décaissé a été détourné à Kinshasa, à Bunia et à Goma. Je crois l'honorable Kassekwa avait donné des chiffres qui ont donné des dos, plus de 27 000, plus de 50 de millions décaissés, moins de la moitié est arrivé sur le terrain. Le reste a été détourné à Kinshasa. Et sur le terrain, les généraux se sont distribués l'argent. Moi, je peux vous dire qu'en 14 mois d'état de siège à Ituri, nous n'avons vu aucune opération d'envergure menée par l'armée. Aucun groupe armé anéanti en 14 mois qui sont là. Aucun, même pas un début. D'ailleurs, les groupes armés ont été renforcés, on les avait habillés à tenue neuve, y compris de la garde républicaine, la GR, avec des armes neuves sophistiquées sous ce qu'ils appellent état de siège. C'est ce qui nous a amené, nous, à vous dire que, apparemment, ces gens sont venus. Les militaires qu'on a mis dans les bureaux de l'État, ils se sont transformés en affairistes. Ils ont mis la main sur les mines, sur les recettes de la province, et ils font rien. Ils ne payent personne. Les députés sont clochardisés. Nos députés provinciaux à Ituri, vous pouvez même entendre que quelqu'un, l'un d'entre eux est mort de faim, ils sont impayés depuis 14 mois, clochardisés, les membres du gouvernement provincial civil clochardisés, tout le monde clochardisé sauf
les militaires, que nous n'avons même pas élus, donc nous ne connaissons même pas d'où est-ce qu'ils sont venus. Alors, voilà la situation, c'est comme ça que moi j'ai dit non, là, ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas venir de nulle part, vous vous retrouvez à la tête de notre province pour ne rien faire, en train de vous enrichir, et le nombre de morts a augmenté durant ce qu'ils appellent l'état de siège, plus qu'il ne l'était avant l'état de siège. Avant l'état de siège, nous avons plus de 70 sites de déplacés en 4 ans de conflit en territoire de Djoum. 70 sites de déplacés, les amis. Plus de 1,2 million de la population de l'Ituri est dans les camps des déplacés. Parce que je veux vous rappeler au président élu que l'Ituri, c'est la 6e province du Congo en termes de poids électoral. C'est plus de 10 millions d'habitants d'Ituri. Le territoire de Djoum est l'un des territoires les plus peuplés du Congo. C'est environ 2 millions d'habitants du territoire de Djoum. Donc nous devons, je vous félicite énormément, Monsieur le Président, pour avoir initié cette journée de mardi où vous devez sensibiliser la population, surtout nos compatriotes de Kinshasa, à comprendre ce qui se passe réellement à l'Est. Mais je note que l'honorable Kassekwa, qui est un fin connaisseur de la situation de l'Est, maîtrise beaucoup, je crois profondément le nom de Kivu. Il va falloir nous aussi nous ouvrir dans cette journée de Kinshasa un couloir. Ce n'est pas en ligne comment aussi on devra se déplacer pour que nous aussi nous puissions sensibiliser sur la différence entre la crise de l'Ituri et la crise du Nord Kivu. À l'époque de Mobutu, 32 ans durant, les deux communautés ne se sont pas affrontées. Pourquoi? C'était un régime fort. Mobutu avait installé une base militaire à côté, dans le territoire voisin de Aru, des commandos équipés en avions et de guerre. Et quand les deux communautés essayaient de vouloir s'affronter, ils venaient, ils frappaient de manière disproportionnée. Et tout le monde fouillait. Avec des avions, ils bombardaient, tout le monde fouille. On fait 20 ans d'accalmie, ça reprend encore. C'est cyclique, hein. Les deux communautés ont du mal à s'accepter. Il faut un régime fort. Donc, quand on a un régime faible comme celui-ci, qui n'existe que sur papier, voilà que la crise est en train d'ailleurs de s'enliser. Alors, l'état de siège, le fameux état de siège dont nous parlons, aujourd'hui s'est transformé en une table de négociation avec des groupes armés qui n'ont aucune revendication. Codeco, vous avez déjà entendu ces revendications, ils n'existent pas. Ils ne font que tuer des femmes et des enfants tous les jours. Et aujourd'hui, vous avez vu celui qui s'appelle gouverneur militaire général 3 étoiles en train de négocier avec une bande de criminels qui n'ont aucune revendication. Et en échange, certainement, on est en train de leur promettre de les intégrer dans l'armée, la reconnaissance des grades qui se sont attribués et même l'impunité de tous les crimes qu'ils ont commis. Et ça, c'est inacceptable. Si demain vous entendez que je suis rentré en prison, ça sera pour ça. C'est inacceptable, nous avons refusé qu'on négocie ces histoires encore de prendre des criminels, on les déverse dans notre armée, dans notre politique. C'est eux qui deviennent nos généraux, qui deviennent nos dirigeants. Voilà, on a fait ces erreurs par le passé, voilà là où ça nous a amené. Il est hors de question pour nous qu'on négocie ces gens. Parce que d'abord, ils n'ont aucune revendication. Aucune qui tienne la route, il n'y en a pas. Mais on est en train de les négocier alors qu'on était censé les combattre. Alors, la paix à l'Est passe par un pouvoir fort à Kinshasa, cela doit être dit. Tant qu'on a une bande de fainéants, de jouisseurs à Kinshasa, il ne faut pas attendre que nous ayons la solution à ce qui se passe. La balkanisation dont parlait le président. Mais la balkanisation économique est déjà là. Pour l'Est, la balkanisation économique de notre pays est effective. Il y a des endroits entiers où on ne connaît même pas notre monnaie congolaise. Les territoires d'Aru, de Mahagi, à la frontière avec l'Ouganda, on utilise la monnaie ougandaise. On ne connaît même pas les francs congolais. Et dans cette condition, où ces pays qui nous entourent, ces petits pays nous considèrent, nous l'Est comme son marché. Donc nous, on doit rester dans l'insécurité pour que Kampala, Kigali se construisent des industries qui vont nous vendre leurs produits. C'est ça la logique. Ces pays, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda,
considèrent l'Est du Congo comme un marché et ils vont construire des usines et nous maintenir dans la guerre pour nous vendre leurs produits. Ça doit s'arrêter. Et dans ces conditions, quelqu'un va amener notre pays dans une communauté qu'il appelle Afrique de l'Est. Alors que nous n'avons rien à y vendre, nous on va rester un marché où nous ne développerons jamais et ils vont se développer sur notre dos. Encore une fois, une histoire inacceptable. Je voudrais terminer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais donc rappeler, comme j'ai dit, que nous demandons à ce que nous aussi, l'Ituri, nous soyons associés dans cette plaidoyer, dans cette campagne d'explication à la population, surtout de nos compatriotes de l'Ouest, de ce qui se passe, et que nous devons faire un front commun pour ne pas perdre ce pays pour lequel nos ancêtres, les Lumumba, les Kassaboubou, ont perdu leur vie. Merci. Vous savez, l'avènement du samedi. Samedi, il y a eu massacre de 6 personnes avec plus ou moins 100 et quelques de personnes emportées par les ADF. Alors, hier, pas de hier, il y a eu une réunion. Moi, quand je venais d'être appelé chaque fois là, il y a eu une réunion entre les responsables de EPI, ça veut dire Tinyagelima, avec le Codeco. La réunion, ils ont fait pourquoi? Ils sont en train d'étudier maintenant la modalité pour voir comment finalement boycotter l'accord de paix qu'ils ont signé avec le régime. Ils voient un danger où? Le danger, c'est que avec la force mutualisée, on ne réussit finalement pas à maintenir la sécurité. Et maintenant, ils sont en train de voir que si effectivement ils vont à paix, signent la paix, et qu'ils mettent ça en pratique, finalement c'est toute la population des Roum et des Djougou qui sera finalement écrasée. Par conséquent, il faut finalement maintenir la position de créer, pas vraiment pour tuer la population, mais pour créer une résistance contre les adeptes qui sont en train, n'est-ce pas, d'entrer. Parce que nous savons bien la politique de l'Ouganda était d'éloigner les adeptes de la frontière, ce n'était pas neutraliser les adeptes, éloigner les adeptes à profondeur pour les laisser un peu calmes. Alors c'est un danger très très permanent. Effectivement, ce que lui venait de dire, l'état de siège est en coucher, comme vraiment notable de là, et quelqu'un qui a participé à plusieurs négociations là. L'état de siège est plutôt politique. Nous le savons. Si on a mis Johnny Kachama, le général, à l'Ituri, c'est les pions des Ilongo. Avec l'idée. C'est les pions de qui? Pardon? La nomination du général Kachama, de Goya, c'est un pion de Félix Tshisekedi, nous le connaissons. Il est là, justement, c'est pour jouer sa politique. C'est pourquoi on ne peut pas parler directement contre l'état des sièges. Avec l'ambition soit de faire ce qu'on a fait aux gens de l'année passée, aux élections, soit l'Ituri ne participe pas, ou soit carrément il impose la paix. Il n'y a pas longtemps, on vient de créer un parti satellite de l'UDPS qui s'appelle APEC, avec un de les frères à nous. C'est justement pour aller jouer ce jeu, parce que du moins du tout, est très très hostile à ce régime. Ça, il faut le dire. Sinon, vous ne devez pas mettre les pieds là-bas. Ça, c'est quand même très sûr. Et donc, la force qu'il faut faire comme leader, il ne faut pas, si cette rencontre est là, arrive justement par nier la signature que Codeco a signée, que FPIC a signé l'accord de paix, ça c'est un danger encore plus permanent. Parce que maintenant ils se disent, nous on va créer une force de défense pour bloquer quoi? Parce que les FAD ne peuvent rien. Ça c'est l'information de tout à l'heure, quand je venais de sortir, et ça, après 3 sources trop sûres. Et je profite de cette occasion pour remercier particulièrement le secrétaire général. Avec lui, j'ai toujours été en contact. Moi, je vous dis clairement, je n'avais jamais adhéré à l'idée. Mais j'ai toujours été en contact avec lui, c'est lui qui m'a convoqué. C'est toute la situation sécuritaire. Moi, je étais le numéro 1 des Cameroun. J'ai combattu avec le président au niveau de la dynamique de l'opposition. Et parce que moi, c'est un homme qu'on n'influence pas, ça, non. Quand je dis non à Kamé, avec l'accord des gens bas, je dis, monsieur Kamé, s'il vous plaît, remettez la signature. Je ne suis pas content que tu puisses retirer ta signature. Ça a été, tout le monde a suivi que l'Ituri n'était pas d'accord. C'est là où c'est là où la difficulté a commencé entre Kamé et moi. Et moi, je suis resté. Le secrétaire général est arrivé à Bounia, c'est moi qui l'ai accueilli, il est là. Mais je n'ai pas, il m'a demandé d'adhérer,
Je suis un responsable, un notable, je ne traite pas. Laissez-moi le temps de réfléchir. Le président venait à campagne, j'étais sur l'avortement, à la tribune. Tout le monde a dit, j'étais sur l'avortement, il fallait prendre le temps. Moi, je connais le président, j'étais dans la dynamique de l'opposition à l'époque-là, j'ai pris mon temps, je réfléchis. Quand le secrétaire m'a invité, il y a congrès, en tout cas, même si tu n'as pas adhéré, tu dois venir. Mon ambition, ma mission ici, c'est pour venir adhérer officiellement. Je dis bien officiellement au parti. De deux, mon ambition, je connais, la politique c'est la base, les amis. Nous pouvons tout faire, c'est la base. C'est la base. Ce pour nous permettre davantage de consolider notre base et voir dans quelle mesure finalement pour prêter main forte aux équipes. Mais moi je dis, je vais plus m'appuyer sur mon territoire, parce que c'est là où je vais carrément faire un peu ce que je veux. Je vais prendre les parties au niveau de mon territoire de Mali pour voir comment l'installer, comment y aller. C'est une manière de nous permettre de nous maintenir. Mais je vous dis que si je suis venu ici, pratiquement c'est pour que j'adhère de manière officielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades de la province territoriale. Ajouter deux petites choses à ce que notre camarade Luc a dit. Je voudrais que dans l'enrichissement de notre programme de gouvernement, nous puissions mettre un accent particulier sur le programme de démobilisation et réinsertion communautaire. Ma participation comme membre de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée m'a permis de comprendre que pour ce qui est des groupes armés locaux composés de nationaux, nous en avons environ 120 dans toutes les différentes provinces, à l'est de Calémie jusqu'à l'Itourie, au Touélé. Il est possible d'obtenir la neutralisation de ces groupes armés composés de nationaux sans offensive militaire. Pour preuve, en 2019, plus de 80% des groupes armés locaux se sont déclarés favorables à la reddition. Aussi bien à l'Itourie, au nord Kivu, à Tanganyika, au sud Kivu. Ils se sont rendus dans des camps de cantonnement. Mais pour signer l'ordonnance créant le programme de démobilisation, Chilombo a mis 2 ans. Il a mis ensuite une année supplémentaire pour nommer un coordonnateur contesté. Manifestement, il n'avait pas la volonté de travailler à la reddition de ces groupes armés parce que l'existence de ces groupes armés constitue un business, aussi bien pour les usurpateurs du pouvoir à Kinshasa que pour les États agresseurs. Donc, dans le cadre de notre programme, le programme question de la démobilisation et réinsertion communautaire devrait être sérieusement défini pour que, aussitôt que 2023, nous aurons recouvert la victoire du peuple, dans les 100 premiers jours, que nous posions des signaux forts qui permettent de capitaliser cette volonté de reddition qui s'est toujours manifestée dans les chefs des groupes armés locaux. La deuxième des choses, c'est pour ajouter à l'état de siège, c'est que c'est un libellé qui permet d'argent. J'ai eu l'occasion de participer à certaines séances d'évaluation où j'ai entendu des animateurs de l'état de siège, même en province de l'Itourie, pleurer. Que de Kinshasa, on leur envoie des drones, des reportages de mariage ou des matchs de football, à lieu place des drones spécialisés en matière de renseignement. Que de Kinshasa, on leur envoie des
outils incompatibles avec des armes dont ils disposent. Et je finis par comprendre que cela est fait sciemment. C'est dans le but de montrer à la population que notre armée ne serait pas forte, en vue d'inciter cette armée à être beaucoup plus disposée à accueillir des forces étrangères. Bien entendu, derrière cela, il est caché l'agenda de la complicité du pouvoir d'organisation. Donc ça exige notre vigilance à nous tous. Merci. Je voudrais donc que notre camarade qui est de Haut-Ouélé nous parle brièvement de la situation pour que nous soyons enrichis davantage dans notre combat autour de cet agenda de force régionale pendant quelques minutes, camarades. Vous allez comprendre qu'à part les phénomènes Bororo, qui sont ce Bororo, ce sont des peuples nomades, des éleveurs, qui se sont transformés en sédentaires dans certains territoires du Haut-Ouélé, principalement à Dungu, à Farad et également dans les territoires de Niangara. Mais il y a également une milice étrangère qui est la LRA. Nous savons tous que ça fait longtemps que le phénomène LRA a touché les territoires des Dungu particulièrement, mais aussi une partie du territoire des Niangara. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours certaines couches d'insécurité entretenues dans cette partie des territoires par les éléments LRA qui proviennent du Soudan du Sud. Et comme l'a évoqué ici l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, il se peut que c'est la motivation sur laquelle s'est fondée la conclave de Nairobi afin d'intégrer la présence de l'armée soudanaise dans la force régionale qui pourra intervenir dans la province du Haut-Ouélé. À part les Mboro et les Lira, il y a également la présence des braconniers qu'on appelle UDA. Ce sont des sujets libyens qui interviennent souvent dans le parc des Karama. Ils sont plus à la recherche comment on appelle ça, des ivoires d'éléphants pour aller les vendre dans les marchés noirs. Ce sont les trois forces qui sont en train de perturber la sécurité dans la partie est de la province du Haut-Ouélé. Nous avons les Lira, qui sont des peuples élevés mais armés, parce qu'ils ont des armes militaires avec eux, et la cohabitation avec les communautés autochtones, comme nous l'avions dit hier, n'est pas pacifique, parce que ce sont des peuples passeurs, et avec un peuple cultivateur, il y a toujours ces conflits légendaires. Et dans la province du Haut-Ouélé, cela résulte maintenant dans des affrontements entre autochtones et les élérats. Et jusqu'aujourd'hui, la situation des sujets moraux plutôt dans le Haut-Ouélé est toujours non maîtrisée. Leur statut a toujours posé problème, parce que c'est une question qui a été traitée et à l'international et au niveau national, mais pour laquelle on n'a jamais donné solution. La question des LRA, c'est une milice libre qui intervient dans le Haut-Ouélé. Et cette liberté est aussi consacrée par l'absence des éléments FARDC, que ce soit de la PNC pour sécuriser la population. L'effectif militaire dans le Haut-Ouélé est ainsi. Nous l'avions toujours dit et nous le soutenons, que la province a été donnée comme une part des butins au président de la CENI Nanga qui a placé son jeune frère qui est Christophe Nanga. Les grands soucis de la gouvernance dans le Haut-Ouélé, c'est le bradage de la mine du Haut-Ouélé, où vous allez trouver des sujets chinois dans tous les territoires, qui sont dans des EGA, des zones d'exploitation minière, en violation même des lois de la République. Et il y a des gens qui nous ont reporté que s'il y a une insécurité grandissante en Ituri, c'est à cause de l'exploitation illicite d'or. Et nous craignons que cela se répercute également dans le Haut-Ouélé, où la présence chinoise devienne est tellement comblée dans toutes les zones d'exploitation sous la direction directe du gouverneur de province. Cette question a été dénoncée plusieurs fois, et par les sociétés, plutôt la corporation des sociétés civiles, et par nous,
les forces politiques, mais nous ne trouvons pas toujours solution et nous comprenons les tirs qui existent entre les clans Nanga et le régime de Kinshasa qui avait donné la province en cadeau pour exploitation de ces minéraux. Alors c'est un peu ces contours sécuritaires. On aura Jean-Baptiste Kassekwa qui menace la province d'Otuélé, les phénomènes Mororo qui n'a jamais été éradiqué. Il y a également la présence des milices du Sud-Soudan, les RAC, dans les Nyandara et les Toubou, mais également la présence des braconniers sujets libyens et aussi déjà l'insécurité qui sévit dans les territoires de Ouacha, voisins au territoire des Litouris. Nous avons dit. Merci beaucoup pour ces éléments. Notre temps est suffisamment avancé. On pourra peut-être trouver une occasion pour revenir sur Sud Kivu et Tanganyika et Maniema pour nous allécher. Je voudrais juste ajouter trois petites choses sur ce que les camarades de Otuélé venaient de dire. L'absence de militaires, comme cela a été dit pour le Bazouélé, il est criant dans la plupart des provinces, dans la partie est. Par exemple, lorsqu'il y a eu massacre à Mahagi, à Ituri, nous avons mené des enquêtes sur toute l'étendue du territoire, il n'y avait que 13 militaires. À Mungwalu, une zone minière très très riche, lorsque les Cotéco sont entrés, ils ont rencontré la résistance de la population qui a demandé l'intervention, le déploiement de troupes pour les sécuriser parce que la population avait réussi à contrer l'avancée, l'entrée de la Cotéco dans la ville. Cela a fait 2 semaines sans que l'on soit en mesure de déployer des unités. Par contre, le système qui s'est fait, c'est que l'état-major général collabore avec les Chinois exploitants des carrés miniers pour leur affecter des unités des militaires. On peut donc manquer de militaires pour sécuriser les entités menacées de notre territoire où les populations sont massacrées. Mais des militaires sont présents dans les carrés miniers parce qu'il y a des systèmes de rétrocommission donnés par les Chinois aux officiers de l'état-major général. Et cela exige notre vigilance. Enfin, comme je l'ai disé, cette question mérite notre attention. L'expérience de la balkanisation du Sud-Soudan et même de la prise du pouvoir par le régime actuel en Ouganda a commencé par la même stratégie, c'est-à-dire plonger les entités, les populations dans le chaos, plonger ces populations dans le désespoir, pour que lorsque ces populations de différentes provinces vont se sentir comme abandonnées, elles vont se retrouver favorables à la balkanisation. Figurez-vous par exemple que pour Djougou, Irumu et Beni, les statistiques du nombre de civils tués, en 2018, c'était 914 civils tués. En 2019, c'était 1070 tués. En 2020, c'était 1569 civils tués. En 2021, jusqu'au mois d'avril de l'état de siège, nous avons le nombre à plus que triplé. Nous avons dénombré 4569. Et les statistiques continuent. Cette population qui se sent abandonnée, on la prépare à se rendre favorable à un mouvement de balkanisation. Et il faut être vigilant, même lorsqu'on dit qu'il s'agit des milices locales. Les informations que nous avons montré que, par exemple, parmi les animateurs de Codeco, il y avait certains qui ont fait séjour en Ouganda,
qui était en collaboration avec certains seigneurs de guerre et que la main des agresseurs n'est pas absente. Dans ce qui se passe à Beni, vous trouvez des éléments issus de la milice du Nord qui vous appelez NDC rénové, dont le porte-parole habite Gisenyi au Rwanda. On a connu un phénomène de mouvement Maïma appelé Amutemo, un mouvement qui se disait, je ne sais pas, Yes ou quoi. Mais le financement venait du Rwanda. Donc, l'Ouganda et le Rwanda, à plus que l'agression directe, ont entretenu la stratégie de création de milices pour déstabiliser la RDC, dresser les communautés les unes contre les autres, instrumentaliser. Donc il y a une urgence que nous qui nous sommes engagés pour défendre, assumer notre citoyenneté et assurer le développement, que nous prenions davantage cette situation sécuritaire en main. On organise une synergie, un observatoire à l'intérieur du parti pour avoir régulièrement la situation sécuritaire de toutes les provinces, de différents territoires, pour qu'au niveau des provinces, la mobilisation soit grande. Au niveau national, si cet observatoire nous permet régulièrement de mettre la nation au courant et de dénoncer, eh bien, nous pouvons arriver à contrer cette menace de balkanisation qui, jour pour jour, ne cesse de s'accentuer contre notre pays. Merci. Merci, honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Merci à tous les camarades qui sont passés pour nous éclairer sur cette situation de sécurité ou d'insécurité dans notre pays. Je viens ici juste pour conclure par rapport à ce que le camarade Jean-Baptiste Kassekwa vient de dire donc dans sa conclusion. Rappelez-vous de mon point de presse du 16 juin. Qu'est-ce que j'avais dit? Et les motivations, je lis pour que je sois cohérent. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. Et 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est ce qu'il vient de dire. Donc on nous maintient dans cette situation parce qu'il y a un objectif très clair. Donc nous sommes ici en congrès et nous l'avons dit. Nous l'avons dit ici hier que nous sommes ici pour dire tout haut que nous n'accepterons jamais la balkanisation de notre pays. Et deuxièmement, pour dire que nous voulons des élections libres, transparentes, impartiales et apaisées. Parce que